Grand 14. Les Turcs. La mission de Monsieur de Lessin. Depuis l'échec des attaques berbères des 22 et 24 août, un calme inquiétant plane sur Gigri. Depuis que 13 navires sont partis le 15 septembre pour Toulon, tous les autres bâtiments se balancent, inactifs au milieu de la rade, au gré du léger clapot que soulève le vent du sud. Parfois, un vaisseau ou une barque apparaît pour aller chercher du ravitaillement en France ou en Sardaigne. Écrasé par la lourde chaleur de ce mois d'août, le camp français est plongé dans une sorte de torpeur. Les activités sont réduites à quelques rondes le long des lignes et à courtes sorties pour aller chercher du bois. Les escarmouches s'espacent. L'ennemi est moins pressant. Il s'est évanoui dans la montagne. Mais ce calme est trompeur. Sidi Mohamed, le chef des Gigi, gère sa affaire. S'il a réussi à rallier les tribus kabyles à la guerre sainte, l'échec de leurs récentes attaques et les lourdes pertes qu'elles ont subies lui ont clairement démontré que, sans l'aide des Turcs, les Berbères ne pourront venir à bout des Français. Dès l'annonce du débarquement des troupes de Beaufort, le pacha d'Alger et le bey de Constantine ont mobilisé leurs troupes, mais lorsqu'ils ont demandé aux tribus kabyles de la montagne l'autorisation de passer sur leur territoire, les Koukos et les Beni Abbas se sont montrés réticents. Les indigènes, écrits de Gramont, flottant entre la répulsion que leur inspirent les chrétiens et la haine séculaire qu'ils nourrissent contre la djemme, étaient fort réticents. Avec un peu plus de diplomatie, estime Gramont, Beaufort aurait alors pu les faire pencher en sa faveur. Mais en ce moment, l'attention du duc est plutôt retenue par les luttes intestines de son état-major que par les négociations avec les indigènes. Et la diplomatie n'est pas la qualité dominante de Beaufort, d'autant qu'il éprouve pour les Berbères un profond mépris qu'il n'a de cesse que de leur manifester. Des espions plus ou moins sûrs viennent parfois donner aux Français des informations sur les intentions et les mouvements des Berbères. De temps à autre, des émissaires plus officiels, prétextant venir présenter à Beaufort des nouvelles propositions de paix, se font introduire dans le camp et en profitent pour glaner quelques renseignements sur la situation des troupes françaises et sur les desseins de leur chef. Le 28 septembre, un de ces émissaires annonce que Sidi Mohamed aurait obtenu des tribus kabyles de la montagne l'autorisation de laisser passer les Turcs d'Alger qui, déjà, marcheraient vers Gégri. Les Berbères et leurs nouveaux alliés prépareraient une attaque imminente, qu'ils pensent définitive, du camp chrétien. On devine l'impatience des Français de voir enfin l'escadre de Marcel apporter des nouvelles et des ordres de France, fournir des vivres frais et des munitions, ainsi que des matériaux et des outils pour renforcer le retranchement, des toiles et des planches pour construire des abris contre les pluies et les bourrasques d'automne. On espère également que ces vaisseaux apporteront des renforts en hommes, peut-être même une relève. Les officiers et les volontaires, quant à eux, comptent beaucoup sur l'arrivée des chevaux qui leur permettrait d'aller plus facilement à l'ennemi, de le combattre à armes égales. Aussi, la joie des Français est-elle grande lorsque le 28 septembre, le Notre-Dame, précédant quelques autres navires, pénètre dans le port de Gigri. Mais leur déception est à la hauteur de leurs attentes. Ils constatent en effet que non seulement la relève n'est pas prévue, il va donc falloir passer l'hiver à Gigri, mais que le convoi n'apporte aucun des renforts espérés. De surcroît, au cours de la tempête au large de la Sardaigne, les navires ont subi de graves dommages. Certains ont dématé, plusieurs ont d'importantes voies d'eau. Les vivres qu'ils apportent sont détrempés. Bon nombre ne sont plus comestibles. Quant à l'opération Bêta sur pied montée par la Guette, c'est un échec complet. 22 des 40 bœufs sont morts et ont été jetés à la mer. Les 18 survivants sont en piteux état et n'ont plus que le cuir sur les os. Tout le monde est affecté par le naufrage du Tigre et par la disparition des 64 hommes qui s'ajoutent à la liste déjà longue des victimes de l'opération. Mais les officiers généraux s'inquiètent surtout des compétences que ne manquera pas d'entraîner la perte des ouvriers, des matériaux et des outils prévus pour la construction de la forteresse.
La mauvaise saison approche, le port est mal abrité et sans quai. Dans quelques semaines, sera-t-il encore possible de débarquer du matériel lourd et des pierres de taille? Le début de la construction de la forteresse devra vraisemblablement être reporté au printemps prochain. Dans les conditions actuelles d'hébergement, l'hiver sera rude à vivre. Dans l'état présent des fortifications, le camp difficile à défendre. L'Essaim transmet les instructions du roi à Beaufort, à Gadagne, à Clairville et à Vivonne. Bien que secret, le contenu de ces ordres est vite connu dans le camp. Le départ de Beaufort avec la plus grande partie de la flotte et la réduction du potentiel militaire qu'il entraîne inquiètent. On s'aperçut, écrit Pélisson, d'une grande et soudaine consternation dans la plupart des esprits. Les troupes qui avaient espéré d'être relevées plus tôt que rafraîchies se regardaient désormais comme des troupes abandonnées en un pays étranger et condamnées à périr en Afrique. Bien des officiers sont soucieux à l'idée que Gadagne puisse remplacer le duc à la tête de l'expédition. Personne ne conteste les qualités militaires du général, mais les propos malveillants répandus à son sujet par la Boulaye, la Marque, Clairville et leurs amis ont semé des doutes dans les esprits. On appréhende la sévérité et la rigidité du général. D'après Pélisson, ceux des officiers qui, pour plaire à Beaufort, se sont ouvertement déclarés contre lui, le craignent désormais pour général plus qu'ils ne craignent les Maures et les Turcs ensemble. Il commence à faire valoir les incommodités de ce poste, le peu d'avantages qu'on en doit attendre, le mauvais état des choses et tout ce que l'imagination pouvait se figurer de fâcheux dans l'avenir. Certains vont jusqu'à suggérer d'évacuer Gigri et de rentrer en France. Mais les ordres du roi sont catégoriques. Il faut s'établir à Gigri à quelque prix que ce soit. Les troupes y passeront l'hiver. Nombreux sont donc les officiers qui prient Beaufort de rester. Ils estiment que ce serait folie, avant l'arrivée de Martel et de ses nouvelles troupes, de faire partir avec le duc presque un tiers de l'armée, la privant des canonniers des vaisseaux et du secours des matelots si nécessaire en temps de rencontre, que les vaisseaux sont nécessaires pour aller aux vivres et soutenir les tables des officiers, que ce départ inspirerait bientôt à tous l'impatience et le violent désir du retour, que les soldats, ne voyant plus de retraite pour eux en cas de malheur et craignant qu'on les forçât dans leur ligne, perdraient courage par avance et iraient en foule se rendre aux Turcs, de quoi quelques-uns avaient déjà donné l'exemple, que les ennemis enfin seraient 1000 fois plus ardents à attaquer les Français s'ils les voyaient hors d'état d'enlever leurs canons et ces richesses immenses que les Berbères se figuraient dans le camp français. Beaufort est profondément humilié par les reproches et les sous-entendus blessants contenus dans la lettre de Louis XIV. Non seulement le souverain lui ordonne d'abandonner son commandement, mais il lui demande de le transmettre à Gadagne. Jamais le duc n'aurait osé envisager que ce général qu'il déteste puisse un jour prendre sa place. Il était persuadé que le roi désignerait quelques personnes de grande naissance et peut-être son frère le duc de Mercœur pour le remplacer. L'idée de devoir transmettre son commandement à Gadagne pèse certainement plus que les arguments de ses officiers dans la décision que le duc prend finalement de rester à Gigri. Cette décision est sage. Il serait, en effet, parfaitement irresponsable, alors qu'on vient d'apprendre avec certitude l'arrivée prochaine de renforts turcs, de priver le camp français du support de l'artillerie des vaisseaux et du renfort en effectif que les navires peuvent fournir. En principe, un ordre royal ne se discute pas, mais lorsque le 30 août, le roi rédigeait sa lettre à Beaufort, il comptait en l'occurrence la confier à de Martel en partance pour l'Afrique. Le duc devait donc recevoir l'ordre d'appareiller en même temps qu'arrivait à Gigri l'escadre de relève. Le retard de Martel et la nouvelle perspective d'une arrivée prochaine de renforts à l'ennemi changent complètement la donne et justifient la décision de Beaufort de surseoir à son départ. En revanche, il est tout à fait incompréhensible que le duc ne prenne toujours pas l'initiative d'envoyer au moins quelques-uns de ses vaisseaux patrouiller aux environs de Gigri afin d'y interdire
tout débarquement de renforts ou de canons turcs. Un seul navire, même de peu d'importance et sans armement, une simple barque ou un brigantin, croisant sur la côte suffirait pour donner l'alerte en cas d'approche de bâtiments turcs. Dans la circonstance, le silence des marins est choquant. Aucun document ne nous permet aujourd'hui de savoir si le chevalier Paul ou l'un des quelconques des capitaines est alors intervenu auprès de Beaufort pour qu'il fasse assurer ce blocus des côtes. Comment des hommes aussi expérimentés et entreprenants que Paul, Duquesne, Cabaret et les autres ont-ils pu ne rien dire? Pourquoi n'ont-ils pas eux-mêmes proposé d'aller effectuer ces patrouilles? S'ils l'ont fait, comment n'ont-ils pas convaincu Beaufort? Les archives ne fournissent pas de réponse à ces interrogations. Nous ne pouvons envisager que deux possibilités. Certains documents auraient été perdus, voire même volontairement détruits, ou bien, hypothèse plus probable, les marins, comme la majorité des autres officiers français à Gégéry, n'ont jamais envisagé l'éventualité que les Turcs puissent tenter un débarquement à proximité de Gégéry. Après avoir délivré les ordres du roi, les Saints s'acquittent de ces deux autres missions: inspecter les lignes pour en évaluer la qualité et tenter de rétablir l'union entre les officiers généraux. Pour ce qui est des lignes, ils trouvent avec déplaisir tout ce qu'ils n'attendaient pas, écrit Pélisson: des ouvrages et des travaux non seulement imparfaits, mais incapables de perfection, l'état des affaires difficile à changer, chacun faisant bien en particulier, tout ensemble conspirant rarement à bien faire. Sur le champ, l'envoyé du roi ordonne des travaux en vue d'améliorer les retranchements. Mais, écrira Gadagne, on n'en pouvait plus réformer l'irrégularité. On élargit les fossés, on les approfondit, mais il fut impossible de leur donner plus d'épaisseur, joint que, pour les rendre meilleurs, il en eût fallu changer toute la forme. Pour les Saints, la mission de réconciliation des officiers s'avère singulièrement malaisée. Beaufort est sorti de sa longueur. L'envoyé du roi le trouve maintenant débordant de vitalité. Il est, au dire de Pélisson, appliqué, actif, ne s'épargnant point, agréable aux troupes par sa familiarité et inspirant l'ardeur et le courage, admirable enfin, il eut suivi de meilleurs conseils. Un vrai portrait de l'ancien roi des Halles. Quant à Gadagne, exécutant avec fermeté et sagesse tout ce qui tombait en son partage, mais rebuté de ses contradictions éternelles, et de proposer des avis qu'on n'écoutait jamais, avec peu d'amis et moins d'autorité, il achevait par une vie retirée et sévère de détruire lui-même tout le crédit que ses ennemis lui voulaient ôter. La guillotière, toujours jaloux de Gadagne, supportait mal d'être sous ses ordres. Vivonne, quant à lui, était prompte à tout ce qu'il y avait de louable, mais très mécontent de Beaufort, qui, de son côté, ne prenait en lui aucune confiance. Après s'être entretenu avec les principaux officiers, Monsieur de Lesseps, rapporte Gadagne, fut surpris de trouver ceux qui ne devaient avoir de pensée que pour le service de votre Majesté et pour la gloire de mes armes, tout occupés et uniquement appliqués à soulever les principaux officiers de l'armée contre moi. Il jugea bien qu'il ne pouvait s'en en suivre rien que de fâcheux. Pour améliorer les relations de Gadagne avec ses adversaires, les Saints exigent de lui qu'il aille les rencontrer et leur demander leur amitié. Le général s'exécute. « Je me fis cette violence, sire, écria-t-il au roi, et cette violence est selon moi la plus grande preuve que je vous ai jamais donnée du dévouement aveugle que j'ai pour tout ce qui garde les intérêts de votre Majesté. » Cette noble démarche n'eut, mais fallait-il en douter, aucun effet, si ce n'est que M. de Lesseps, dit Gadagne, connut par ce moyen mes ennemis. L'arrivée des Turcs. Le 1er octobre, depuis les vaisseaux, les capitaines observent d'importants mouvements de troupes sur les collines au sud de Gégéry. Les premiers contingents turcs arrivent d'Alger et de Constantine. Le bey Mohammed Ben Farhat a envoyé 2000 fantassins et 200 cavaliers sous les ordres d'Ali Bey, un de ses proches parents. Il a mobilisé des Juifs de Constantine pour traîner à bras, avec l'aide de 4 chevaux,
3 pièces d'artillerie de faible calibre, respectivement de 3,4 et 5 livres de balles. Les Berbères, qui s'étaient éloignés depuis quelques semaines, reviennent en nombre. Ils sont quelques 9000 en armes. Le 2 octobre, à plusieurs reprises, des troupes de fantassins et de cavaliers dévalent des collines et entreprennent les lignes françaises. Les Turcs tentent de mettre les nouveaux canons en batterie au pied de la tour, mais les tirs des vaisseaux les contraignent à les déplacer quelque peu à l'ouest, à l'abri du Djebel el-Korn. Les escarmouches entre chrétiens et musulmans sont brèves. Les Turcs ne cherchent plus qu'à éprouver la combativité des hommes de Beaufort et à observer les fortifications françaises. Le 3 octobre, les Turcs renforcent les défenses du Djebel Ayouf et y entreprennent la construction de 2 redoutes. Dans le camp français, la torpeur des derniers jours laisse place à la consternation. On doit se rendre à l'évidence. La vieille haine, qui, disait-on, oppose Morts et Turcs, n'a pas empêché ces derniers de venir au secours de leurs coreligionnaires. Leur présence vint démentir les prédictions du sieur de Clerville, écrira Gadagne. On ne les vit pas plus tôt à la portée du canon de nos lignes que ce grand mépris qu'on avait témoigné pour les ennemis s'évanouit tout d'un coup. On connut alors, mais un peu tard, qu'on avait eu tort d'avoir plutôt cru les devins que les capitaines. On se résolut enfin à diligenter les travaux qu'on avait si longtemps négligés et qui auraient dû être achevés 6 semaines auparavant. On fut contraint de les avancer nuit et jour, et par cet empressement, on mit à bout les troupes déjà fatiguées par le mauvais temps et par de fréquentes maladies. Le 4 octobre, sur Gigri, règne un calme absolu, signe précurseur évident de l'attaque imminente des Turcs et des Berbères.